Et après ce premier débat sur la limite comme périmètre, interface, une limite qu'on a vu, il faut dépasser, et des limites à déplacer, à dépasser, et des complémentarités à organiser. On va voir maintenant quels sont les enjeux pour les collectivités et les acteurs des territoires dans une nouvelle donne territoriale. Et on va essayer de le faire en ouvrant notre regard. Avant de rentrer dans le débat, je vais inviter à nous rejoindre, et elle a été présentée tout à l'heure par Jean Rotner, c'est Ariela Masmoudji, qui est inspectrice générale du développement durable, Grand Prix de l'urbanisme 2016. Moi, je vais vous donner une autre présentation, parce qu'elle a été faite par la revue AMC récemment, qui a dit « c'est une pionnière des idées et une passeuse généreuse ». Et j'ai trouvé que c'était une belle définition. Alors, vous allez nous aider, avant de rentrer dans le débat, à passer et à ouvrir notre regard. Parce que là, on a été très franco-français, même si on a évoqué un peu la coopération transfrontalière. Mais quand on construit la ville, quand on aborde ces questions qui font système aussi, qui construisent au-delà de la pierre, qui construisent, et vous allez nous montrer, en nous promenant un peu en Europe, et puis au-delà, même sur les continents, et on va peut s'asseoir ensemble, là, peut-être, comme vous voulez, ou vous préférez aller au pupitre, comme vous voulez. Alors, le pupitre, allez-y. Ah oui, il y a des images, puisque je dis, vous allez nous faire voyager. Et on va regarder ensemble, justement avec vous, quelles sont les nouvelles limites de l'urbanisme. Alors, leçon des villes européennes, limites créatives. Peut-être avec une première question, justement, à partir des expériences, des innovations que vous voyez aujourd'hui dans les différents pays européens, où vous organisez des déplacements, eh bien, au-delà des limites institutionnelles, aujourd'hui, où elles se situent? Comment elles bougent, les limites? Alors, pour répondre à votre question, je vais citer un très grand urbaniste disparu que nous aimons tous beaucoup, nous avons beaucoup aimé, Bernardo Secchi, qui était un des plus grands urbanistes européens, qui affirmait que pour le projet urbain et pour la planification, pour qu'elle soit efficace, les échelles des plans et des projets ne peuvent coïncider avec les échelles administratives et institutionnelles. Il insistait surtout sur le fait qu'il fallait offrir un horizon sensé à cette ville diffuse qu'il a fait connaître avec son associé Paola Vigano. Cette grande ville diffuse dont on parle aujourd'hui et qui n'a pas en fait de nom, qui n'a pas d'élus porteurs, qui n'a pas de grands projets et qui a vraiment besoin qu'on offre à ses habitants la qualité auquel ils ont droit. Donc ça, c'est ma première réaction. La seconde, sur la limite institutionnelle, c'est qu'en fait, et ça a été dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus une volonté de coopération que des institutions qui amènent à aménager un grand territoire. Et je montrerai tout à l'heure l'exemple de l'Emscher Park, mais tout à l'heure, Patrick Rimbert a évoqué Nantes-Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire, avec Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux, ont inventé la métropole avant qu'elle n'existe, avec les actions d'art contemporain et avec cette conférence métropolitaine où les élus se réunissaient pour se trouver un destin commun et pour fabriquer un récit. Parce que le récit est plus important que l'institution, et je crois que ça a été dit tout à l'heure. Mais on voit bien quand même qu'il y a une donnée qui est de penser la ville de grands territoires. Oui, moi j'ai appelé ça comme ça. J'avais rédigé un ouvrage avec David Mangin il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Agir sur les grands territoires » et on a fait un vrai flop, il faut que je vous le dise, un échec commercial, c'est paru au Moniteur, là où vous étiez, parce que ce n'était pas à l'ordre du jour, ce n'était pas le sujet en France. On ne s'occupait pas vraiment de cette ville-territoire. Et il y a eu un événement vraiment important en France qui a été la consultation du Grand Paris, qui a amené à fabriquer des scénarios pour ces grands territoires et à commencer à faire exister cette question de façon très forte. Et on en a parlé tous les deux, l'afflux des visiteurs à l'exposition parfaitement incompréhensible, je dois dire, à la Cité de l'Architecture sur la consultation du Grand Paris a montré l'intérêt des habitants en fait pour cette question. Et on évoquait la pédagogie à l'instant. Il y a un intérêt des habitants, des citoyens. Encore faut-il faire cette pédagogie. Était incompréhensible, je dois le dire, et elle a suscité tout de même une très très grande fréquentation. Ça veut dire qu'on s'y intéresse, mais peut-être aussi que, et ça je voulais le montrer tout à l'heure,
parce que ces équipes ont été capables de fabriquer des scénarios et pas simplement de la planification traditionnelle, c'est-à-dire de montrer à quoi ça peut ressembler et de montrer aussi tous les horizons possibles pour cette grande ville-territoire dont on ne connaît pas les limites en fait. Le Grand Paris, on n'en connaît pas les limites. Il y a une limite institutionnelle aujourd'hui, mais fondamentalement, ça pourrait être la région Île-de-France. C'est-à-dire que ça partait... Ou le bassin parisien. Dans les réponses, même. On avait Jean Nouvel qui faisait un petit Grand Paris et on avait Antoine Grimbach qui allait jusqu'au Havre. Donc ça reste très ouvert. Alors, on va peut-être regarder justement comment on doit, dans ces conditions, articuler le plan et le projet. Oui, alors d'abord, je voudrais passer aux images d'après. Ça, c'est une image qui est produite par la Fédération des agences. Il faut dire que l'AFNO a été la première à travailler sur ces questions en montrant les tâches urbaines. C'était une appellation contrôlée de l'AFNO, qui est un réseau très inventif auquel j'ai appartenu pendant 8 ans à Marseille. Et en montrant ces évolutions très très rapides en fait, de l'occupation du territoire par l'urbanisation, a fait prendre conscience, je crois que c'était une quinzaine d'années, peut-être plus d'une quinzaine d'années, de la tâche urbaine. Après. Et donc, avant de montrer plan et projet, je voulais dire que ce qui reste la leçon pour nous de l'action sur les grands territoires, c'est un travail qui a été mené en Allemagne, l'Emscher Park, que beaucoup d'entre vous connaissent, sur un territoire en difficulté au niveau de l'emploi, parce que en fait, les aciéries, les charbonnages fermés, par contre les aciéries marchaient très bien, mais les aciéries pouvaient fonctionner avec un seul employé, donc il y avait un problème d'emploi terrible. Et le territoire s'est reconstruit à partir d'un grand projet territorial et urbain mené par une méthode allemande qui est l'IBA. En fait, c'est l'Exposition internationale d'architecture, avec un homme de génie qui était Karl Ganzer, qui a conduit le projet sur des échelles de 100 km. Et là, il n'y avait pas d'action institutionnelle. Il y avait simplement une méthode durable pour tenter de reconvertir ce territoire. Et ça me permet de dire que très souvent, ce qui est à l'origine de ces recompositions urbaines, c'est en fait la question économique. C'est pour redynamiser l'économie d'un territoire que les élus s'engagent dans une action aussi forte. Et là, le dispositif qui a été mis en place a été exceptionnel. Je vous montre surtout l'action sur l'art contemporain, qui étrangement peut avoir un rôle de création d'appartenance à un territoire, d'identité. On a évoqué là aussi tout à l'heure l'importance de faire référence à une histoire, à une esthétique aussi qui est celle de ce territoire. Absolument. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ce territoire, et les Allemands sont assez bons pour ça, aujourd'hui les Hollandais, c'est-à-dire qu'en fait, ils transforment les friches sans les ripolliner complètement comme nous faisons nous. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'esthétique qui n'est pas la nôtre et à laquelle nous commençons à adhérer, bien sûr. Mais quand on préparait le débat, on me disait on fait des choses peut-être trop léchées. Certainement. Aussi, certainement. Et j'y reviendrai, mais par exemple, quand à Bordeaux, on fait Darwin, on le fait quand même assez propre, assez léché. C'est assez rare qu'on fasse comme aux Pays-Bas ou qu'en Allemagne, c'est-à-dire une recomposition minimale où les gens s'installent et ça crée des atmosphères assez extraordinaires. Donc j'aimerais avoir l'image d'après pour montrer ce qui a été fait aussi à Nantes, via l'action culturelle, et les biennales d'art contemporain, devenues aujourd'hui Voyage à Nantes, et qui ont accompagné toute cette appropriation du territoire par l'usager, qui sent qu'il appartient à la Loire, et que la Loire est mise en valeur par l'art contemporain. Et en plus, donc tout ceci a été mené par Jean Blaise, qui, à l'instar de Didier Fusier à Lille, a une appréhension de l'art contemporain ludique, que l'usager peut s'approprier. Donc ça aussi, c'est une façon de créer le sentiment d'appartenance. Ça me paraît presque plus important que les institutions, parce que les habitants d'un territoire ont besoin de sentir qu'ils appartiennent au même territoire si les élus veulent mener des actions communes sur ce territoire. Ça me paraît essentiel. Comprendre le territoire, mais aussi l'aimer, être ému par le territoire. Alors, peut-être on va passer au projet, au plan, alors, voilà. On peut passer celle d'après. Alors, non, je vais passer ça, parce qu'on a
on n'a pas beaucoup de temps. C'était juste pour montrer que les scénarios qui avaient été faits sur le Grand Paris étaient extrêmement diversifiés, que c'était important de faire des scénarios sur un territoire, parce que je montrais de façon très contrastée ce qu'avait fait Rogers, qui était extrêmement composé, et ce qu'ont produit l'équipe Secchi-Vigano, qui allait desservir très très loin le territoire tel qu'il était. On continue. Alors, plan et projet, c'est pour moi un sujet très important parce que, vous savez, les agences appartiennent au monde du plan plutôt, donc la planification, et en général, on fait appel à des urbanistes extérieurs pour faire des projets. Et articuler plan et projet est une chose qui me paraît essentielle. En France, nous sommes assez binaires, c'est-à-dire on est ou ça, même pas faire les deux. Et ce sont deux mondes qui s'opposent, alors qu'il est essentiel d'articuler plan et projet. Plan est essentiel, faire du plan, parce que c'est ce qui garantit l'avenir, c'est ce qui fait que nous savons où nous allons. Et projet, c'est essentiel parce que nous passons à l'acte. Alors comment est-ce qu'on articule les deux choses dans un aller-retour entre le général et le particulier? Je passe très vite parce que je n'ai vraiment pas le temps on ne me donne pas le temps d'expliquer tous les projets, mais ce qui a été fait en particulier sur le SCOT de Montpellier montre bien que ça a été une démarche bottom-up, top-down. C'est-à-dire que Bernard Echen, qui pilotait le projet, qui est un très grand urbaniste, a été travaillé avec la collectivité, avec les agences d'urbanisme, les services de la ville, avec tous les élus des petites villes, pour faire remonter la demande, pour faire remonter la réalité du territoire, fabriquer des projets pour toutes ces collectivités. Et de ces projets-là, il en a dégagé des idées forces qui ont été les fils conducteurs du projet et qui se traduisaient par des actions concrètes, avec un programme d'action. Donc ça m'a paru une démarche assez rare quand on fait du SCOT et qui peut-être se développe aujourd'hui. Donc partir et faire du bottom-up avec des petites actions, mais avoir une vision globale, à partir de cela, savoir imposer ou du moins proposer un plan pour le territoire à partir de cela. Ça dépend de ce qu'on entend par plan. C'est-à-dire que moi, je défends beaucoup plus une philosophie du projet. Quelle ville je veux être? Quelle vision j'ai pour ma ville? Les anglo-saxons parlent beaucoup de vision, have a vision for my city. Et ça me paraît plus clair que de montrer simplement des plans. Le plan est nécessaire parce qu'il pose des actes, il pose des interdits, il pose des actions qu'on souhaite faire, mais le plan doit s'articuler avec des projets. Et là, je montre Lisbonne très rapidement, que je n'ai pas le temps de présenter non plus, où le mot d'ordre était agir en planifiant. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par planifier puis on agit, ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps et la planification est d'autant plus crédible qu'elle se traduit par des actes concrets. D'ailleurs, je voulais faire un clin d'œil à Dominique Alba qui est dans la salle. Nous étions ensemble au conseil scientifique de la première consultation du Grand Paris et toutes les deux, nous militions pour que de ces 10 projets qui étaient tous remarquables, on tire quelques grands axes et puis qu'on dise voilà, les équipes avaient pris des lieux concrets où elles travaillaient, essayons de faire en sorte que ces lieux concrets où elles travaillent deviennent des projets. C'est ça qui donnera sens à l'ensemble de la démarche, mais je vois que Dominique n'y est pas arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le suivi de l'atelier du Grand Paris, ça se poursuit. Je voulais passer à... Alors voilà, ce que je vais présenter un peu plus longuement, c'est New York. J'ai été extrêmement impressionnée par la démarche de planification de New York dans les années Bloomberg, qu'on avait beaucoup analysé avec Jean-Louis Cohen et dont on avait organisé un atelier projet en main sur place et fait un livre. Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé dans la démarche de planification, Plan YC, c'est qu'elle n'était pas du tout traduite par la planification à la française comme nous la connaissons. C'était beaucoup plus une doctrine de l'action, une philosophie de l'action. Alors, comment ils ont fait? Ils ont fait une sorte de... Comme on a fait le Grenelle de l'environnement, ils ont fait un peu le Grenelle du New York, en réunissant des groupes de travail, ne passez pas trop vite s'il vous plaît, revenons en arrière, en réunissant des groupes de travail thème par thème, hein, donc l'énergie, l'habitat, réchauffement climatique, la question de l'eau, la question de la pollution, etc., la question des déchets, donc vraiment toutes les questions durables, et avec des groupes de travail qui ont réfléchi avec le privé, pour dégager avec des diagnostics super sévères. C'est-à-dire, on dit que New York est beaucoup plus durable que les autres villes américaines, mais oui, sauf que pas vraiment. Donc, diagnostics sévères, axes de travail qui ont été définis avec des groupes d'habitants. Et puis tout ça s'est traduit par une charte d'aménagement. Cette charte d'aménagement, ensuite, est accompagnée à la fois de doctrines
par exemple, des engagements plutôt, planter 100 000 arbres en 10 ans. Des priorités. Ou par exemple, rendre le plus possible, je vais montrer une image, l'espace public aux usagers, fabriquer des cafés-trottoirs, mais aussi des programmes d'action sur des projets, y compris des projets lourds, avec tout ça a été programmé, financé. Donc voilà, un programme d'action qui accompagne la planification. Donc vous voyez les sujets, je passe. Voilà, des sujets donc, comme l'énergie, comme également... déchets, qui va se traduire dans des politiques publiques. On n'est pas dans de l'aménagement, ou du moins on est dans une approche de système avec toutes les conséquences pour toutes les politiques publiques qui sont menées sur le territoire. Ça se traduit aussi par des actions fiscales. Par exemple, on vous donne des déductions fiscales si vous faites des toits verts, parce que les toits verts, ça résout énormément de problèmes. Ça lutte contre les îlots de chaleur, ça permet de faire de l'agriculture, ça permet donc d'économiser de l'énergie, etc., etc. Donc il y a on agit souvent comme ça aux États-Unis, ce sont des aides fiscales. Alors voilà le dispositif qui a été mis en place et qui s'est traduit réellement par des réalisations concrètes très fortes qui rendent crédible en fait cette action de planification. En plus, c'était accessible à tout le monde via Internet et réactualisé en permanence. Plan ici, n'importe quel habitant pouvait télécharger Plan ici, qui était réactualisé régulièrement. On passe après. Alors donc voilà donc les sujets, on passe encore. Voilà, ça se traduit par des choses que vous avez peut-être visitées. Par exemple, la Highline, qui est typique de ce que souhaitait, bien sûr, Plan ici, qui était la capacité à produire de l'espace public, de l'espace vert en pleine ville, la transformation d'une ancienne voie ferrée en grand jardin qui relie les quartiers entre eux. On passe. Et puis très fondamentalement, pour moi c'est essentiel ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire réduire sensiblement la place réservée à la voiture, échapper à l'écriture de la voiture, développer des voies cyclables, créer de l'espace public de façon hyper bon marché. C'est-à-dire la plupart du temps c'était de la peinture au sol, quelques parasols, et voilà, et de toute façon les New-Yorkais lisent et vivent dans l'espace public. Donc ça fait partie de Plan ici. Quand on préparait le débat, vous me disiez justement que la mobilité était une bonne façon d'entrer justement les problèmes de mobilité, une telle ville qui va faire un Grenelle de la mobilité, ou c'est une façon d'aborder les priorités du territoire et son développement assez astucieuse, disiez-vous. La mobilité, c'est essentiel. Et ce n'est pas aux agences que je vais apprendre ça, puisqu'elles sont polarisées là-dessus, et en particulier l'agence bordelaise, avec laquelle je travaille beaucoup, qui a fabriqué le Grenelle des mobilités. Grenelle des mobilités qui est articulé avec la planification, articulé avec le projet des 50 000 logements. Donc c'est extrêmement intéressant et d'une cohérence parfaite, et très, très fort en matière de compréhension profonde du territoire, parce que ça n'est pas abstrait, c'est vraiment appliqué sur un territoire donné avec ses caractéristiques. Et là aussi, un peu comme Plan ici, avec des responsables de chacune des actions qui sont chargés de les mettre en œuvre. Donc voilà aussi une démarche. Il n'y a pas que les États-Unis qui fassent très bien. En France, il y a énormément de pôles d'excellence. Donc évidemment, la mobilité est essentielle. Grand enjeu, c'est le développement durable pour ces territoires. Alors, oui, mais alors, je voulais, sur plan et projet, je voulais insister. Tout à l'heure, un élu a dit « l'État en fait trop, l'État en fait trop ». Moi, je trouve que l'État, il n'en fait pas assez. Je vais vous dire pourquoi il n'en fait pas assez. Parce que, justement, la France est un pays du laisser-faire. On est obligé de le dire. La France est un pays considéré comme un pays rural. Il y a de la place. Il faut voir que Marseille a aujourd'hui, le Grand Marseille, a 3 jours d'autonomie alimentaire à cause de l'étalement urbain. Et tout ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire que la ville a été menacée quand même par des incendies, c'est lié à une urbanisation effrénée, aberrante. Alors malgré tous les dispositifs et toutes les actions que mènent les agences, l'étalement urbain continue. Les centres commerciaux, n'en parlons pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les autorisations de centres commerciaux sont en flèche, en périphérie. Il y a des projets scandaleux de 500 000 m² près de l'aéroport de Roissy. Donc moi, je ne comprends pas du tout pourquoi l'État ne prend pas des dispositifs aussi clairs qu'en Grande-Bretagne, où il est interdit de faire des centres commerciaux en périphérie, où l'étalement urbain a été freiné depuis l'après Thatcher.
Donc je trouve que l'État, il n'en fait pas assez sur les grands enjeux nationaux. Et du coup, ça m'amène au développement durable, parce que l'essentiel du développement durable... Ne fait pas d'autre chose que ce qu'il fait, dites-vous. Hein, aussi. Excusez-moi. Pas forcément n'en fait pas assez, mais ne fait pas d'autre chose. Vous dites, par exemple, en Grande-Bretagne... Moi, je pense que l'État doit donner la doctrine. L'État doit donner la doctrine, et peut-être qu'il n'est pas assez... engagé en la matière, et je suis fonctionnaire d'État. Je pense que l'État devrait être beaucoup plus strict, parce que là, il laisse faire le travail aux villes, et c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Notamment, je dirais, sur ces grandes échelles territoriales, c'est très complexe de lutter contre l'étalement urbain, et les élus subissent la pression des centres commerciaux périphériques qui leur promettent de l'emploi. C'est complètement illusoire, parce que ces emplois ils disparaissent très vite, et on ne compte pas le nombre d'emplois qui ont été tués, et notamment toutes les villes moyennes et les bourgs, et voire les villes... crise des centres urbains. Alors, vous nous emmenez aux Pays-Bas alors, maintenant. On va quand même parler du développement durable, mais je crois que j'en ai parlé en parlant des politiques. On aurait besoin de politiques de l'État plus fortes. Bien sûr que quand vous parlez des nouvelles limites, quand vous pensez développement durable, vous pensez grandes échelles. C'est-à-dire, moi, je travaille beaucoup avec EDF et d'autres sur la question énergétique. Et je veux dire, l'énergie, ça ne se gère pas localement, ça se gère à des grandes échelles. La question de l'eau, la question de la biodiversité se gère à des grandes échelles. Donc, la responsabilité des nouvelles échelles territoriales est très, très grande quand on parle de développement durable. Et donc, je cite une ville que j'avais découverte aux Pays-Bas, où j'avais organisé un événement, fait un livre, qui est Breda. C'est une ville qui est obligée d'être une petite ville de 300 000 habitants, l'Aglo 600 000. Enfin, chez eux, c'est petit comme ville. Chez nous, ce serait une grande ville. Donc, Breda est sur un couloir de pollution qui part de la Grande-Bretagne pour aller vers la Ruhr, en passant par Anvers, c'est-à-dire qu'ils subissent une pollution aérienne maxi, alors qu'eux ne vont pas du tout d'usine. Et aux Pays-Bas, on applique la loi européenne, c'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine quantité de pollution atmosphérique, on ne peut plus construire. Donc pour qu'ils puissent construire, il faut qu'ils soient hyper vertueux, et ils sont hyper vertueux. Et ils ont inventé un modèle extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le développement durable, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. Et il y a une adhésion très forte de l'usager à cette façon de vivre. Autrement, vivre dans la proximité, par exemple, dans leur doctrine développement durable, il y a avoir un espace à distance de pantoufles, ils appellent ça comme ça, à 15 minutes de chez soi. Ça, c'est une façon de parler du développement durable. C'est bien sûr la question de l'eau, c'est la régénération de l'eau dans la ville, c'est la création d'équipements importants qui permettent aussi, par exemple, des équipements culturels. Ils ont transformé un cloître en casino, parce que le casino payait le réaménagement du cloître, mais à côté, du coup, ils ont construit un extraordinaire équipement public, et ça permet en fait de vivre dans la proximité. Ils ont fabriqué un quartier avec Rem Koolhaas qui est magnifique et qui permet de densifier la ville en son cœur. Et puis ils ont une approche beaucoup plus large, évidemment, sur la question de l'eau, puisque les Pays-Bas sont les maîtres du monde sur la question de l'eau et de l'inondabilité. C'est un sujet quand même énorme dont on ne s'occupe pas assez en France. Et ils le gèrent très bien. Par exemple, ils dérivent des rivières, ce qui permet d'éviter de faire des digues, parce que comme la rivière est dérivée, quand il y a montée des eaux, elle s'étale sur la partie qui a été créée. Alors donc là, voilà, c'est le développement durable, c'est la façon aussi de se construire une ambition, un projet urbain. Et puis, il y a tous les projets, petits projets portés aussi sur le territoire qu'il faut agréger et qu'il faut aussi laisser naître. Et là, dans d'autres pays européens, je crois que vous parliez de Berlin ou d'Amsterdam, on sait laisser émerger ces projets, on sait les laisser croître. Oui, c'est vrai aussi d'ailleurs à Breda. Mais sur le développement durable, je voulais aussi rajouter un point. Enfin, le développement durable traverse tous nos sujets, bien évidemment, et toutes les questions dont vous vous occupez. On a un vrai problème de modèle économique, parce que globalement, le développement durable, c'est rentable. Mais acteur par acteur, ça ne l'est pas. Il y a des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Les lotisseurs, quand ils font des lotissements, ils gagnent beaucoup d'argent. Après, le maire va se trouver en difficulté, les habitants qui habitent là aussi, mais il y en a un qui gagne beaucoup d'argent. Donc c'est difficile de raisonner globalement, et pourtant c'est essentiel. En plus, sur le développement durable, on a des investissements, on a besoin de faire des investissements, par exemple sur l'énergie, qui pour l'instant vont nous coûter cher, et qui à terme vont nous rapporter beaucoup d'argent. On a beaucoup de mal à anticiper. Donc ce sont des questions économiques qu'il faudrait aborder peut-être tout à l'heure en table ronde. Sur la question que vous m'avez posée sur l'accueil d'initiatives. De laisser passer les initiatives, vous évoquiez tout à l'heure le bottom-up, comment on le favorise, et surtout dans une période aussi où
on peut trouver d'autres façons de monter ces projets, de les accompagner. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que la ville, c'est un fait collectif et que les élus ne maîtrisent pas complètement, ça c'est clair. D'abord parce qu'il y a une infinité d'acteurs qui interviennent. Et parmi les acteurs, il y a des fabricants d'initiatives. Alors quand j'en parle en France, on me dit ah oui, tu parles de participation. Je dis ah, mais non, c'est pas de la. Enfin, bien sûr qu'il faut faire de la participation, mais c'est pas du tout ça. C'est comment j'accueille des gens qui me proposent des choses, qui proposent de les faire. Donc c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que pour dire combien on en est loin, c'est que quand je pose le sujet, il est interprété comme donc participation. Alors comment on accueille des initiatives? D'abord, on peut les susciter. Par exemple, Lisbonne, depuis très longtemps, avec un maire assez extraordinaire qui est aujourd'hui Premier ministre, donc Antonio Costa, avec donc la situation économique que vous connaissez, ils ont créé des budgets participatifs, l'un qui est tous azimuts et l'autre qui est centré sur les quartiers difficiles. Et ils font la démonstration qu'un euro rapporte 10 euros. Parce que l'investissement des habitants, par exemple ici sur les quartiers difficiles, permet justement de générer à la fois de l'adhésion, mais aussi de l'investissement social, mais aussi des projets qu'ils prennent en charge. Voilà, parce qu'au-delà donc de cette participation, budget participatif, il y a une coproduction des habitants sur leur quartier. Ils deviennent producteurs de ce qu'il y a aussi, c'est pas, par exemple là, ce ne sont pas des habitants. Ce que je montre, que si vous allez à Lisbonne et que vous achetez un guide touristique, on vous dira d'aller voir LX Factory. LX Factory, c'est une ancienne friche qui était vouée à être démolie. Et puis, à cause de la crise, le promoteur n'a pas pu démolir. Donc, il a demandé à la ville s'il pouvait réutiliser les bâtiments. Donc, il a travaillé avec des architectes et ils ont fabriqué un quartier assez extraordinaire qui se situe sous une autoroute. Et pourtant, ça marche très très bien. Et c'est devenu vraiment le nouveau centre, un des centres branchés de Lisbonne où tout le monde va. Et maintenant que pour le promoteur, il n'est pas question de démolir. Et au contraire, parce que cet accueil d'initiative, encore une fois, permet de créer des programmes auxquels on n'aurait pas pensé et qui permet de créer des polarités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et la proximité, le fait aussi de... Est-ce que les limites ne sont pas dans les têtes pour faire suite au débat précédent et justement... Alors les limites sont sûrement dans les têtes. Et à Lisbonne, je connais bien le maire adjoint, qui est un grand architecte, très très militant. Il me promenait il y a très peu de temps en me montrant tous les endroits où il avait envie de faire quelque chose. Et je lui dis d'où te viennent les idées. Il me dit j'en ai, j'ai mes services qui en ont. Et puis j'ai fait savoir que ma porte était ouverte à qui veut m'apporter des idées, voire faire des projets. Donc vous voyez, c'est quand même assez rare. Ça veut dire aussi qu'il faut accueillir des acteurs qui ne sont pas du sérail, qui sont différents, qui sont nouveaux aussi. On a tendance toujours à travailler un peu avec les mêmes, ou des gens qui ont fait leurs preuves, comme on dit. Mais non, ça n'empêche pas cette ville de faire quand même du top-down. Hein. Et j'y reviendrai. Alors, je voulais montrer bien sûr Amsterdam. Non, avant. Alors oui, juste quand même l'IBABAL, d'autant plus que Jean Rotner est associé à l'IBABAL. Donc c'est une démarche assez extraordinaire de grand territoire. Et puis vous avez parlé tout à l'heure de transfrontalier. Le transfrontalier, là, il est lié à la puissance 3, puisque c'est la Suisse qui a pris l'initiative. Donc les Suisses, les Allemands et les Français, pour fabriquer la métropole de Bâle, en fait, qui est une ville-monde et qui touffe dans ses frontières et qui travaille avec ses voisins, avec la démarche allemande de l'IBA. Mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans leur démarche, c'est qu'ils font des appels à initiative, des appels à projets. Alors en général, les Français y répondent par des projets en dur. Et les Suisses y répondent par des projets en soft, et les Allemands, c'est entre les deux. C'est-à-dire c'est culturellement très, très intéressant. Et à partir de ces projets qui émergent, on cherche des investisseurs pour les faire. Vous voyez, continue. Et bien, il y a une grande foire de présentation des projets où n'importe qui peut venir mettre des stickers sur les projets qu'ils aiment, et puis des projets plébiscités, tout ça accompagné par un conseil scientifique, on cherche le financement. Vous voyez, on est très loin de ce genre de démarche. Alors, ça sera l'avant-dernière question, justement, sur les complémentarités, les partenariats aussi, et que ça s'agisse de partenariats public-public ou aussi avec les privés. Je voulais quand même dire un petit mot d'abord d'Amsterdam, parce que Amsterdam, c'est très particulier, parce que 2008, ils ont eu la crise. Avant la crise, c'était vraiment la ville top-down par excellence, c'est-à-dire les services de la ville très abondants, très compétents, dessinaient tous les projets, puis ils ne pouvaient plus rien faire. Alors, je ne sais pas du tout quelle est cette image, parce que je ne vois pas ce que c'est. On passe. Voilà, on passe encore. Alors, on est à Amsterdam après.
Voilà. Alors, donc la ville n'avait plus les moyens de faire les projets. Ce qui fait que des groupes créatifs, par exemple un groupe d'architectes qui a envie de faire ça par exemple, construire une sorte de restaurant alternatif à côté d'une gare, va voir la ville et dit est-ce que je peux avoir le terrain pendant 10 ans et puis je vais construire ça et est-ce que vous me laissez faire ? Et la réponse a été oui. Donc ça maintenant, ce que vous voyez là, c'est Wouter Walkenir, un jeune architecte brillantissime, qui a fabriqué cette centralité dans une gare de banlieue horriblement pénible, et c'est devenu une petite centralité. On continue. Ça, c'est encore plus extraordinaire. C'est un groupe des petits promoteurs, on va dire, avec beaucoup de concepteurs là-dedans, qui ont imaginé, dans le nord de la ville, régénérer les sols par de la végétation, parce que c'est des sols très très pollués. Ils ont dit à la ville, vous n'avez pas les moyens de construire, nous on prend ce terrain pendant 10 ans, parce qu'ils pratiquent le bail amphithéotique à Amsterdam, et la ville possède presque tous les terrains. Donc l'idée c'était donc de récupérer des vieux bateaux, et sur les bateaux, on construit des petites choses légères qui sont des bureaux. Alors, puisqu'il nous faut, avec un café. Et il nous faut aller vers la conclusion, parce que malheureusement on est tenu par le temps. Oui. Ce que vous nous dites, c'est que donc il faut savoir faire du provisoire, savoir s'adapter, et c'est aussi ça aujourd'hui, ce que vous voyez dans les autres villes. Juste quand même un mot sur le partenariat public-privé, puisque la question de la limite de l'action publique a été dite tout à l'heure. C'est essentiel tout de même de travailler avec le privé. Mais un des problèmes que nous rencontrons, c'est le problème du partenariat public-public. Et ça a été dit tout à l'heure. Et je montre les exemples anglais qui m'ont beaucoup frappé à Liverpool et à Birmingham, où la question était donc de refaire le centre-ville avec des centres commerciaux qui fabriquent du tissu urbain. Et là, comme il y a une politique publique très forte, des aménageurs qui négocient avec la ville, ils fabriquent du projet urbain en cœur de ville. Donc, et ça exige de la cohérence de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire à la fois l'État, la ville. Mais la ville garde la tous les maîtrise acteurs. néanmoins. Et comment on y viendra peut-être tout à l'heure. On abordera la question dans le débat, si vous voulez bien. On la garde tout à l'heure pour le débat. J'avais encore une image. Voilà. Sur votre dernière on question. termine notre petit voyage européen. Vous vouliez que je termine avec ça ? Effectivement, ces nouvelles échelles territoriales et ces questions qui vous sont posées exigent d'avoir des élus porteurs qui n'ont pas peur. Moi, j'ai observé dans toutes les villes européennes, les transformations significatives ont été faites toujours avec des édiles à la tête assez incroyables, qui sortent du lot, qui prennent des risques et qui osent agir au risque de se tromper, parce que même nous, urbanistes, nous sommes incapables de dire à un élu vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, j'ai une anecdote à Marseille. Je voulais engager le maire adjoint dans un grand projet sur la porte d'Aix et je ne comprenais pas pourquoi il me disait non, j'avais 30 ans. Et il me dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous me demandez de changer la ville, d'engager cette ville pour les décennies à venir, de changer toute l'organisation, de mécontenter du monde, de dépenser de l'argent. J'ai besoin de réfléchir. Ça m'avait frappé parce que moi, ça me paraissait évident. Je faisais une proposition, il fallait qu'il dise oui. Et pour dire oui, à un moment donné, il y a une prise de risque de l'élu qui est énorme parce que les usagers détestent que les choses changent. Ils détestent qu'on change leurs habitudes. Et à un moment donné, il y a un élu qui se jette à l'eau. Alors, ça a été possible dans les villes françaises avec des grands élus comme Alain Juppé, comme Jean-Marc Ayrault, comme Gérard Collomb et bien d'autres. Mais aujourd'hui, à ces grandes échelles territoriales, on a quand même besoin d'édiles très puissants qui prennent le risque et qui s'engagent. Or, ils ne sont pas élus au suffrage universel, ce qui pose un énorme problème. Et je pense que cette dimension, elle est essentielle, d'oser agir au risque de se tromper. Agir au risque de se tromper, ça sera votre mot de conclusion pour cette présentation. Merci pour ce tour d'Europe.